Cette semaine, le lauréat de Québec, Le Soleil, Radio-Canada est le Dr Éric Larose. En décembre dernier, la Fondation des maladies du cœur lui attribuait son prix le plus prestigieux en reconnaissance de ses recherches sur la cardiologie préventive. Dr Larose, bonjour. Bonjour, M. Lamarche. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Et vous? Bravo pour ce titre de lauréat de Québec cette semaine. Permettez-moi d'en ajouter un peu plus pour nos auditeurs, parce que vous êtes un jeune médecin qui avait obtenu votre doctorat il y a à peine 11 ans. Alors, on peut dire que dans votre cas, c'est vrai ce que Corneille disait. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années, parce que je lis ici dans votre CV que vous avez reçu plusieurs prix de distinction, dont finaliste pour le prix de recherche dans la compétition des résumés aux sessions scientifiques de l'American Heart Association en 2005, le prix Paul David de l'Association des cardiologues du Québec en 2004, le prix Fournier de l'Institut de cardiologie de Montréal en 2002, et puis en plus, 35 publications, 23 présentations comme conférencier aussi. C'est beaucoup pour un jeune médecin. Vous avez le cœur à l'ouvrage? On fait ce qu'on aime, et puis c'est la suite logique des choses. Vous avez dû être sollicité avec une pareille feuille de route pour aller pratiquer la médecine ailleurs qu'au Québec? Mais je pense que autant moi-même que mes collègues, on a tous l'opportunité de travailler à l'extérieur de Québec, du Québec et même du pays, oui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez été retenu ici à Québec, que vous avez décidé de venir pratiquer ici, parce que votre formation universitaire était à Montréal et à Boston? Oui, exactement. Quand j'étais à Boston, j'ai fait pour la première fois la rencontre de certains de mes collègues de l'hôpital Laval qui finalement, par leur champ d'intérêt et la synergie avec mes champs d'intérêt, faisait en sorte que l'hôpital Laval était un choix logique pour ma carrière. Alors, est-ce qu'on peut dire de l'hôpital Laval, Dr Larose, que vous considérez l'hôpital Laval comme un centre d'excellence? C'est définitivement un centre d'excellence qui est reconnu à travers le monde, notamment pour ses capacités en risque cardio-métabolique, avec le Dr Jean-Pierre Després, que vous connaissez bien. Ça, c'est le tour de taille, là, la graisse accumulée dans des endroits où on ne devrait pas en avoir. Exactement, c'est la graisse cachée et c'est le risque caché. La réduction du risque chez les patients chez qui la maladie est insoupçonnée. Et également, autres collègues pour qui l'attrait était grand pour moi initialement, c'était Olivier Bertrand et à ce moment-là, Joseph Rodès aussi en hémodynamie. Vous savez que l'hôpital Laval est un centre d'excellence en angioplastie par voie radiale et ces collègues-là étaient définitivement des attraits pour moi. Ah ben ça, c'est intéressant. On parle d'imagerie dans votre cas. Oui. Parce que vous travaillez en imagerie pour prévenir éventuellement les troubles vasculaires. Est-ce que cette imagerie, d'abord, c'est une technique de pointe, c'est une technique assez nouvelle? Absolument. Puis en fait, vous allez voir, c'est un cheminement assez logique pour moi. À Boston, à l'Université Harvard, on a mis sur pied on a développé une technologie à base de résonance magnétique pour être capable de caractériser l'athérosclérose à l'intérieur des artères d'une façon que personne n'avait fait auparavant. Et ces travaux-là, d'ailleurs, ont été présentés par notre groupe au NIH, le National Institutes of Health à Bethesda, au Maryland. Mm-hmm. Et le papier qui en est sorti a été considéré un des papiers les plus importants de 2005-2006 parce que cette nouvelle approche-là nous permettait de voir vraiment ce qui se passait à l'intérieur des artères d'une façon nouvelle. Maintenant, pour un cardiologue, de faire de l'imagerie, c'est pas nécessairement donné, surtout en résonance magnétique ou en CT en TACO. Et l'hôpital Laval était un des seuls endroits au pays à l'époque où il y avait possibilité pour un cardiologue de développer ça conjointement avec les radiologistes. Et c'était donc un choix logique pour moi. Parce qu'il faut savoir interpréter ces lectures-là, justement. Il faut savoir les faire, il faut savoir les interpréter. Et les deux sont extrêmement importants. Êtes-vous en train de me dire que mon fameux tapis roulant que je passe à chaque année, on va finir par le jeter au vidange, ces épreuves ne seront plus nécessaires à partir du moment où l'imagerie se sera vraiment imposée? Pas du tout, pas du tout. Je pense qu'il y a une gradation des études à faire. Quand on fait un tapis roulant à un patient, c'est définitivement le premier examen, l'entrée de jeu. C'est comme ça qu'on devrait commencer l'investigation. Et lorsque le tapis roulant n'est pas suffisant, on peut aller plus loin par d'autres formes d'imagerie, dont la résonance magnétique ou le CT, le TACO, pour mieux clarifier. Mais j'essaie pas de suggérer que tout le monde aurait besoin d'une résonance magnétique demain matin. La santé cardiaque des gens, ça dépend de bien des facteurs. Environnementaux, stress, nutrition, etc. Quand on surspécialise la médecine,
comme on le fait, par exemple, dans des cas de jeunes médecins comme vous. Est-ce que ça vous permet encore, finalement, vous, d'avoir une vue plus large, par exemple, quand le patient arrive devant vous? Absolument. Et je pense que c'est la force d'un clinicien-chercheur, comme moi-même ou comme plusieurs de mes collègues à l'hôpital Laval. On est avant tout des cliniciens. Donc, on a notre bureau, on reçoit des patients avec des problèmes cardiovasculaires de tout acabit. Et nos questions scientifiques viennent des questions qui sont soulevées à la rencontre de ces patients-là. Et même si on avait l'impression un jour que ce qu'on est en train de faire allait remplacer tout le reste, on a des collègues très judicieux qui vont toujours nous relancer la question et nous demander qu'est-ce qui fait exactement qu'on devrait faire, suivre ce que tu proposes au-dessus de ce qui est déjà proposé traditionnellement. Ils ont tout à fait raison. Pour aller à la prochaine étape, il faut démontrer que ce qu'on a apporté est au-delà de ce que la médecine fait déjà. Alors, ils vont défier vos études, finalement, vont défier vos recherches. Oui, il y a définitivement un aspect très ludique dans ce qu'on fait. C'est-à-dire, on se fait plaisir à essayer de remettre en question ce qui a déjà été fait. Et à l'opposé, les autres institutions vont essayer de remettre en doute ce que nous, on a présenté. Donc, il y a un côté assez plaisant dans tout ça. Pour un chercheur comme vous, autre côté plaisant, est-ce qu'avec les recherches que vous faites, vous sentez qu'un jour, les maladies cardiovasculaires, par exemple, reculeront comme indice de mortalité, par exemple, dans la population? J'ai définitivement le sentiment que oui. Et d'ailleurs, on a déjà fait un extrêmement bon bout de chemin. Si on compare au taux d'événements d'il y a 20 ans, on a déjà fait beaucoup de progrès. Mais il faut réaliser que la population vieillit et en vieillissant, les mêmes maladies qu'on voyait auparavant à l'âge de 50, 60 ans, on va les voir maintenant chez nos patients plus âgés à 70, 80 et même 90 ans. Mm-hmm. Mais par contre, l'obésité chez les jeunes, à 20 ans, par exemple, est-ce qu'on verra pas de plus en plus de jeunes de 30 ans, 35 ans arriver chez vous dans les hôpitaux avec des problèmes cardiovasculaires? Absolument. Il y a définitivement une composante de la population chez qui les facteurs de risque traditionnels, dont le tabagisme, le cholestérol, l'hypertension, sont remplacés par des facteurs de risque plus récents, plus nouveaux, dont l'obésité, le manque d'exercice et la mauvaise alimentation. Alors, qu'est-ce que vous dites, le bilan final? Est-ce qu'on doit s'inquiéter de la santé de nos enfants à un point tel qu'il faille intervenir là-dessus beaucoup, massivement? Ou si, comme vous le dites, on améliore quand même notre sort? Je crois qu'un n'exclut pas l'autre. Je crois qu'on doit être inquiet pour nos enfants, pour les adolescents. On voit que l'obésité, qu'elle soit légère ou plus importante, grandit de façon importante dans nos populations. Peut-être ici moins qu'aux États-Unis, mais ici également, quand on regarde dans la rue, on le voit rapidement. Donc, on peut se donner une tape dans le dos pour les améliorations qu'on a faites. Cependant, ces améliorations-là sont remplacées par des nouveaux risques chez nos jeunes. Vous avez tout à fait raison. Et est-ce que dans un avenir plus ou moins lointain comme chercheur, vous voyez un vieux cœur disparaître au profit d'une machine extraordinaire qui sera automatique et qui survivra aux pires affres? On entend, il y a beaucoup dans les congrès scientifiques, on voit des tentatives avec des cœurs de porc, on voit des tentatives avec des cœurs mécaniques, mais la réalité pour l'instant n'est pas là. Même si la science avance de façon extraordinaire, c'est pas demain qu'on va remplacer notre cœur par un cœur d'animal, par exemple. Et si vous regardez simplement les taux de greffe cardiaque au Québec, notre problème majeur est celui d'un manque de donneurs. Alors, tant qu'on n'a pas résolu ce problème-là, c'est pas demain la veille qu'on va remplacer un cœur malade par un cœur plus en forme. Et là, je pose la question au vétérinaire et encore moins par un cœur de porc, finalement. Le vétérinaire que vous avez été avant de devenir médecin. Oui, absolument. Il y a des équipes qui font des travaux extraordinaires avec cette possibilité-là. Et même s'ils avancent à une vitesse faramineuse, je vois pas demain le jour où on va remplacer un cœur humain par un cœur animal. Docteur Larose, bravo pour ce que vous faites en cardiologie préventive. Bravo pour ce titre de lauréat de Québec. Et puis, longue vie à vos recherches. Puis on va souhaiter qu'elles soient le plus répandues possible. Merci. Merci.